Bonjour à toutes et tous. Ce nouveau midi de l'IREMO va commencer comme le précédent sur la Libye, parce que je dois vous dire que lorsque Jean-Louis Bianco a accepté notre invitation, nous ne savions pas quelle serait la teneur du discours du président de la République aux évêques, et a fortiori quelle polémique ce discours susciterait. Je le dis simplement, on en parlera éventuellement si vous le souhaitez dans le débat, pour dire que cette nouvelle polémique, puisque polémique il y a, souligne quand même fondamentalement l'importance de la question dont nous débattons aujourd'hui, et aussi la difficulté de cette question, et donc l'intérêt extrême que nous portons à ce que va nous dire notre invité. Je voudrais peut-être commencer en disant que personnellement, pour moi qui ne suis absolument pas un journaliste spécialisé dans ces questions, bien que j'ai travaillé quelques années à la Croix, ça fait partie aussi de la formation d'un journaliste, je pense qu'il y a une sorte de paradoxe avec la laïcité. C'est-à-dire que ça a été au cœur d'une des plus grandes batailles de l'histoire de la République, une bataille extrêmement chaude, on peut dire, il y a bien longtemps, plus d'un siècle. Et puis, petit à petit, les lois de 1905 étant adoptées, elles s'étaient coulées dans la société française d'une certaine manière, peut-être aussi d'ailleurs en s'adaptant dans leur mise en œuvre à sa réalité. Et les choses paraissaient aller, je ne dirais pas d'elles-mêmes, mais presque. Et tout d'un coup, la question a ressurgi avec une force qui n'était pas prévisible. D'abord en 1984 avec la manifestation sur l'école, dont chacun, j'imagine, se souvient. C'était quand même une des plus grandes manifestations de l'histoire de la République depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, bien sûr, avec l'affaire dite du voile en 1989, et évidemment au moment du débat et de l'adoption de la loi sur les signes ostensibles, religieux ostensibles, en 2004. Alors, si il y a une résurgence et aussi par moments virulente de cette question, j'ai l'impression, et c'est un peu la question que je voudrais poser, le sens du titre qui a été choisi pour cette rencontre, qu'il y a au fond au moins deux, plus que deux, mais au moins deux visions très différentes de la défense de la laïcité. Il y a celle que je crois représente Jean-Louis Bianco, notre invité, qui est l'idée qu'il faut défendre les lois de 1905 telles qu'elles ont été adoptées, rien que les lois, mais toutes les lois, et que ça suppose de bien être assis autour de trois piliers: liberté, neutralité de l'État, citoyenneté. Et vous disiez, je crois dans une interview récemment, Jean-Louis Bianco, que s'il y a des pressions communautaristes, indiscutablement en France, vous disiez la laïcité n'est pas menacée. Et puis il y a d'autres visions, mais une autre vision en particulier, qui est une vision d'une laïcité, on pourrait dire, de combat, pour la résumer sans adjectif, qui inspirait en février le rapport du préfet Gilles Clavreul, et qui, d'une certaine manière, contredisait ce que le président de la République lui-même avait dit lors de ses vœux au monde religieux. Je rappelle, il avait dit... il avait parlé d'une laïcité apaisée qui ne doit pas être, je le cite, une religion d'État qui se substitue aux religions. D'une certaine manière, mais ce n'est pas seulement sur ce sujet-là, il y en a d'autres dont on parle aussi dans ces lieux, Manuel Valls représente presque l'incarnation de cette seconde vision. Il y a eu en particulier un débat qui a fait beaucoup parler dans El País en novembre dernier, où l'ancien Premier ministre disait, je le cite, « Tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle, parce qu'il y a la mondialisation, il y a la crise politique, il y a les réseaux sociaux, il y a le problème des réfugiés. Surgissent dans nos sociétés, par exemple dans la société française, le problème de l'islam et des musulmans. » Et vous aviez répondu, si je me souviens bien, sur Europe numéro 1, Jean-Louis Bianco, je passe les aspects, disons, directement polémiques, vous aviez dit « La laïcité, ce n'est pas une religion. Elle n'a donc pas besoin de pape, encore moins de pape autoproclamé. » Et vous précisiez, on attache peut-être trop d'importance dans le débat médiatique au coup de gueule, au coup de menton,
moi je vais, disiez-vous, sur le terrain pour expliquer la laïcité et pour la faire respecter. Et s'agissant des musulmans dont parlait Emmanuel Valls, vous précisiez, la réalité c'est que nos compatriotes musulmans, dans leur immense majorité, vivent leur foi normalement, sans que ça pose de problème. La réalité c'est que là où il y a atteinte aux libertés, là où il y a des pressions, là où il y a un trouble à l'ordre public, alors il faut être très ferme. Mais ce sont des comportements et des paroles identifiés qui peuvent être le fait de musulmans comme d'autres. Ce n'est pas l'islam en général, ce ne sont pas les musulmans en général. Voilà de quoi je crois introduire ce débat. Ce n'est pas la première polémique qui vous vise, c'est arrivé à plusieurs reprises. D'une certaine manière, je dirais, et pour cause, puisque vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité depuis 2013, donc au cœur de ce débat et de ce combat. Je rappelle quand même pour nos amis, c'est le principe, je ne veux pas être trop long, que vous avez occupé bien d'autres fonctions auparavant. Vous avez été notamment secrétaire général de l'Élysée de 82 à 91. Vous avez été ministre des Affaires sociales et de l'intégration dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis ministre de l'équipement, des transports et du logement dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Et vous avez été député de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence et président, je crois, du conseil général de ce département de 98 à 2012. Donc voilà un parcours qui vous prépare d'une certaine manière à tout ce dont nous allons discuter. Alors vous connaissez la règle du jeu, comme nos amis. Vous avez une trentaine de minutes pour présenter la manière dont vous voyez les choses, et puis ensuite vous répondrez à leurs questions, approbations, désapprobations, interpellations, comme vous l'entendez. Voilà, la parole est à vous. Vous Merci. avez un micro, oui, en donc, principe, il fonctionne s'il y a le moindre problème. Vous m'entendez? Voilà. C'est bon? Très bien, merci beaucoup de votre invitation et de votre présence. Bonjour à toutes et à tous et merci de vos propos introductifs. Je vais partir d'ailleurs un peu de ce que vous dites, du moins au début, sur le thème une conception, deux conceptions, plusieurs conceptions de la laïcité. Parce que c'est un point central dans la réflexion. Je dis bien la réflexion et pas la polémique. Il y a une tendance dans notre pays, que ce soit sur la laïcité ou sur d'autres choses, d'un certain nombre d'acteurs à considérer que leur vision des choses est la vérité. Et il y a en fait depuis toujours des débats sur ce qu'est la laïcité. C'est normal, c'est légitime, c'est tout à fait évident qu'il faut qu'il y en ait en démocratie. Mais notre travail à nous, Observatoire de la laïcité, ce n'est pas une préférence pour une vision plutôt qu'une autre. Notre travail est de dire ce qu'est la laïcité dans l'histoire et dans le droit, ce qu'elle permet et ce qu'elle interdit. Donc c'est un travail aussi objectif que possible, qui s'appuie sur des textes de loi, qui s'appuie sur de la jurisprudence, qui s'appuie sur la réponse à des cas pratiques. Et des chercheurs, par exemple, Jean Bobéro, pour le citer, dit il y a 7 laïcités. Je dis, Jean, vous ne me facilitez pas la tâche. Moi, je dis qu'en termes de ce qu'on doit faire à un moment donné dans un pays républicain comme la France, il n'y en a qu'une. Mais j'explique pourquoi. Bien entendu que, même avec ce que je vais vous dire, le débat, dès le départ, se fait entre différentes manières, en tout cas d'appliquer les lois, d'appliquer les règles. Il y a déjà un débat à ce niveau-là sur lequel je reviendrai. Et les choses sont d'autant plus compliquées qu'on monte facilement aux extrêmes, sur ce sujet comme sur d'autres, sont d'autant plus compliquées que ce mélange des facteurs différents sur lesquels je reviendrai, parce que j'ai mis quelque temps à comprendre pourquoi ce débat sur la laïcité était aussi vif et aussi violent, et ça n'est pas principalement la poursuite du débat qui existait toujours chez les militants de la laïcité sur la question de l'école privée et du financement public des écoles privées. Ça existe toujours, mais ce n'est pas du tout le cœur du débat, j'essaierai de vous le démontrer. Donc je crois que pour y voir clair, il faut faire un tout petit rappel historique, vous l'avez esquissé, je vais l'esquisser à peine plus longtemps, et puis il faut partir d'une définition de la laïcité que je vous proposerai, parce que je crois que contrairement à ce qu'on raconte, si on regarde les choses de manière froide, objective, sereine, c'est pas si compliqué que cela. Et ensuite, je parlerai évidemment des conflits, de l'application, des débats de tous ordres. Un mot juste pour vous présenter l'Observatoire de la laïcité, donc qui est un organisme indépendant, consultatif, pluripartisan. Nous avons 2 députés et 2 sénateurs,
Nous avons 7 représentants des ministères les plus directement concernés, et nous sommes au total 21 avec des personnalités qualifiées, très diverses, dont certaines sont connues pour leurs fonctions en dehors même de l'Observatoire, dans un ordre qui n'a pas d'ordre protocolaire. Je pense à Abdenour Bidar, qui est un philosophe musulman, qui s'exprime souvent dans les médias, qui a créé un mouvement très intéressant qui s'appelle Fraternité Générale. Je pense, dans un autre registre, à Daniel Maximin, qui est un écrivain antillais, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire, ou je pense à Dounia Bouzar, qui a fondé le premier centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Vous voyez déjà le tableau des différences d'origine, d'histoire et de vision. Donc le gouvernement nous consulte obligatoirement sur tout texte portant sur la laïcité, mais nous pouvons nous saisir de tout sujet, et nous travaillons réellement en indépendance. Nous avons pris très vite un travail d'animer des débats sur le terrain, comme ici, mais dans des associations, dans des communes, dans des départements, dans des régions, dans des entreprises avec des syndicats. Et comme nous avons... Le mandat de l'Observatoire est de 5 ans. Donc avril 2013, avril 2018, créé par le président Hollande, il a été renouvelé par anticipation par le président Macron, je crois en novembre dernier. Et nous avons donc fait un bilan sur 5 ans. Essentiellement le rapporteur général Nicolas Cadenne et moi, quelques membres qui arrivent à tourner, on a fait au moins 650 déplacements, à peu près dans toute la France, plus parfois à l'étranger, plus parfois dans les Outre-mer. On a contribué à former directement ou indirectement plus de 250 000 personnes, et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. On intervient comme une sorte de service public de la laïcité pour conseiller sur des rédactions de textes ou de chartes des collectivités ou des entreprises, pour former des gens, pour résoudre des conflits. On intervient aussi en réponse aux demandes des citoyens. Vous pouvez, par mail, notre site c'est laïcité.gouv.fr, poser un citoyen, une association, une commune, des questions auxquelles on répond dans un délai de 48 heures. Et donc, notre connaissance des choses, notre vision des choses, elle est alimentée par tous ces échanges et toutes ces rencontres. Elle n'est pas un choix préétabli, un choix idéologique. Voilà pour l'Observatoire, mais s'il y a des questions, bien sûr, je reviendrai plus en détail après. Histoire de la laïcité. Je m'excuse auprès de vous, je vais faire à grands traits, mais je crois qu'il est bon qu'on se remémore ce que beaucoup d'entre vous savent déjà. D'où ça part? Alors, je dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de l'exégèse des textes religieux. Je ne suis personnellement pas convaincu que le rendez à César ce qui est à César soit un acte fondateur de la laïcité. Je pense, et je parle avec prudence, que je ne suis pas un spécialiste, que c'est une réponse très habile de Jésus-Christ pour se tirer d'un piège. Mais bon, on peut en discuter. En tout cas, moi, je pars plus tard. Je pars de la Renaissance. Alors évidemment, à la Renaissance, le mot laïcité, l'idée de laïcité n'existe pas. Mais qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Il y a des hommes et quelques femmes qui ont un courage incroyable. Le courage de penser par eux-mêmes, ou par elles-mêmes, de s'affranchir des dogmes, qu'ils soient scientifiques ou religieux. Et bien sûr, ça s'épanouit dans la philosophie des Lumières. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le propre de la démarche laïque. La démarche laïque, c'est de faire appel à la raison, plutôt qu'à l'émotion. C'est de faire appel au jugement, que chacun se forme, il doit se former librement. C'est faire appel à la capacité de sortir de ses conditionnements et de ses préjugés. Donc cette démarche des gens de la Renaissance est quelque part le cœur de la démarche laïque qu'on dit aussi d'émancipation. Bon, je passe très vite sur les Lumières, non pas que ce soit pas important, mais c'est connu. Et j'en arrive à la Révolution française. La Révolution française, je précise au passage, parce que je n'aurai pas le temps de le dire là, qu'il y a un texte peu connu, mais admirable de Mirabeau, qui en a fait toute une série, dans lequel il se bat contre l'idée d'inscrire une sorte de religion d'État. Et c'est une position assez minoritaire qu'il a à l'époque, avec des arguments extraordinairement intéressants et modernes. Je dis ça pour ceux qui ont le goût de l'histoire. Mais la Révolution française, elle pose déjà clairement ce qui est le premier pilier de la laïcité. Et le premier pilier, c'est la liberté, ce qu'on a toujours tendance à oublier. C'est des libertés, c'est des interdits, mais le premier pilier, c'est la liberté. Et c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Principe de liberté qui vaut pour d'autres libertés, philosophiques, d'expression, politiques ou syndicales. La liberté est la règle, l'interdiction l'exception. Il y a une deuxième limite qui est à l'article 4, qui dit en substance que la liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Donc liberté, mais
pas d'atteinte au trouble à l'ordre public et pas d'atteinte à la liberté d'autrui. Ça veut dire très concrètement qu'on est libre dans ce pays de croire ou de ne pas croire, ce qui n'est pas sur toute la planète, de changer de religion, de manifester ses convictions même religieuses, donc ce n'est pas une affaire strictement privée entre soi et sa conscience ou soi et son Dieu, et de pratiquer son culte. La loi de 1905 garantit la liberté de culte, c'est donc pas une loi anti-religieuse. Deuxième pilier, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est justement la loi de 1905, mais un bref flash entre 1789 et 1905. Le débat, il est sur les rôles respectifs de l'Église et de l'État, et de l'Église catholique, avec deux combats. En effet, il y en a d'autres. Sur le terrain de la loi, est-ce qu'il y a une loi religieuse qui s'impose, une loi divine qui s'impose à la loi civile? Deuxièmement, sur le plan de la formation des enfants, des consciences, est-ce qu'on le laisse à l'initiative privée, et notamment religieuse, et notamment catholique, ou est-ce qu'on a une école laïque? On a une école laïque depuis, en tout cas, en principe, les lois de Jules Ferry des 1881 et des années suivantes. Et ce combat aboutit à la loi de 1905, qui est évidemment le texte fondateur de la laïcité, même si, de manière étonnante, le mot laïcité n'y est pas. Il y a d'ailleurs des débats entre chercheurs et historiens pour savoir d'où remonte le mot laïque ou laïcité. Il y a un discours de Victor Hugo à propos de la loi Fallou. Il y a des délibérations de certains conseils généraux, donc des années 1850, et ça rentre au dictionnaire dans les années 1870. Donc cette loi, c'est un énorme débat. C'est un énorme travail. 3 ans. Où s'affrontent deux lignes, qui existent encore aujourd'hui. Une ligne d'une laïcité, j'ai oublié de dire que la loi a pour objet de séparer les églises d'État et de répondre à la question, pour prendre une formulation de Victor Hugo, l'église chez elle, l'État chez lui. Donc on sépare le lien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler, ce qui renvoie à la polémique autour des propos du président de la République. Mais il n'y a pas de tutelle, ni de l'État sur l'Église, où il ne devrait pas y en avoir, ni de l'Église ou d'une religion sur l'État, sur la loi démocratiquement votée. Et donc, cela étant acquis, dans son principe, il y a un camp qui est partisan d'une laïcité anticléricale, c'est-à-dire contre l'influence du clergé, voire même anti-religieuse, contre les religions en général. On ne prononce pas la phrase de Marx, la religion est l'opium du peuple, mais l'idée n'est pas très loin. Elle est portée par des gens remarquables, Combes, Chabert, et peut-être le plus brillant orateur de ce camp-là, qui est Maurice Allard, député du Var, qui disent on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a assuré la dépendance de l'État par rapport à l'Église, mais il faut combattre l'Église, les Églises, les religions. Et le débat se cristallise sur 2 points concrets qui sont intéressants pour notre réflexion d'aujourd'hui. Le premier, c'est les processions. Il y a encore un peu en France, notamment dans des coins comme le Limoges, les ostensions limousines, qui posent d'ailleurs des problèmes de laïcité, on pourra en parler. En tout cas, des problèmes dès lors que des élus croient utile de les financer, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. En tout cas, il y a des processions qui ont souvent un caractère non seulement religieux, mais éventuellement politique. Et la réponse de la majorité autour d'Aristide Briand est de dire « mais non, c'est l'article 10 ». On peut manifester ses convictions, y compris par des processions, dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, comme n'importe quelle autre manifestation. Le deuxième débat porte sur un point qui pourra vous surprendre, la soutane des curés. Chabert, député du Rhône, interpelle Aristide Briand, qui vient de remettre un premier rapport, après des travaux importants, avec une fausse naïveté. Il dit « Monsieur le député... » Très bien. Ça s'appelle le dernier des sujets qui vient de tomber. Et donc, pour l'instant, non, ça tient. Et donc, les curés portent la soutane. Chabert, député du Rhône, interpelle Aristide Briand. Vous avez fait un très bon travail, je vous remercie, je vous félicite. Mais vous avez oublié quelque chose, vous oubliez que vous allez facilement réparer. Vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. Et Aristide Briand de répondre, pas du tout, monsieur le député, ce n'est absolument pas un oubli, c'est tout à fait délibéré. Car n'ayez aucun doute que si l'Église y trouvait son compte, l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Et il a ajouté, nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. Je ne dis pas que la soutane, c'est la même chose que le voile ou la burqa, mais ça peut éclairer nos débats actuels.
La loi est loin d'être acceptée immédiatement par l'Église. Il faut du temps, mais peu à peu, ça se fait avec un seul conflit qui reste fort, qui d'ailleurs dépasse le cadre de l'Église catholique, c'est enseignement public, enseignement privé. Alors, un point d'équilibre est atteint par la loi de Debré. Je précise ce que je veux dire par point d'équilibre dans le rapport des forces à un moment donné. Je ne dis pas qu'elle est bien ou qu'elle est mal. Qui dit quoi? Qui dit que oui, contre l'avis d'une partie importante des élus et de la population, mais qui est voté, et qui est toujours en vigueur avec quelques adaptations aujourd'hui. Oui, l'État peut subventionner l'école privée. Donc, on reconnaît une sorte de service public de l'école privée. Mais à 3 conditions. 1, accueillir tous les élèves sans distinction. 2, appliquer les programmes de l'éducation nationale. 3, se soumettre au contrôle de l'éducation nationale. Tentative dans les années 80 d'unifier, de créer un grand service public unifié laïque de l'éducation nationale, immense manifestation. Et puis en 89, vous l'avez brièvement évoqué, brusquement le débat change de terrain. C'est plus l'enseignement privé, notamment confessionnel et catholique, c'est le voile, donc l'islam. Un principal exclut 3 jeunes filles qui portent le voile dans un collège de Creil. Ce qui est intéressant sur le plan du fonctionnement de notre société, et aujourd'hui ça ne serait pas forcément très différent, c'est d'analyser ce qui se passe. Rien. Rien. Il faut quelques jours pour qu'un article de la presse locale, sur un mode purement factuel, relate l'événement. Il ne se passe toujours rien au niveau de la presse nationale, jusqu'à ce que 2 jours après, un journaliste de Libération, qui doit habiter dans le coin, tombe sur cet article et en fait un grand article de principe. Aussitôt, on s'enflamme. On s'enflamme au niveau international. 500 journalistes sont présents en permanence à Creil et aux portes du collège. 500 journalistes. On a des titres effrayants de nos grands hebdomadaires. Nos grands intellectuels, et j'ai des amis dans l'un et l'autre camp, grimpent au rideau tout de suite. Vichy de la République, Munich de l'école républicaine. Donc très bien, ça facilite le débat. Et le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Il dit au Conseil d'État, est-ce qu'il y a une loi qui permet ou qui interdit? Le Conseil d'État dit non, il n'y a pas de loi dans l'état actuel des textes. Il faut donc regarder au cas par cas, essayer de discuter. Bon. Ce que fait le gouvernement, contre l'avis d'un certain nombre d'intellectuels, dont Elisabeth Badinter et Régis Debray, dont l'histoire prouve qu'ils ont finalement plutôt eu raison, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits, non seulement dans l'établissement scolaire, mais devant les tribunaux. Et donc, une commission d'enquête parlementaire se réunit, présidée par Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, à laquelle je participe comme député. Et ce qui fait basculer en faveur d'une loi la très grande majorité des députés, tous partis politiques confondus, c'est que nous entendons beaucoup de témoignages, au-delà du cas crise d'adolescence. Pression du papa, de la maman, d'un grand frère. Des cas où des gens viennent, c'est pas la jeune fille qui parle, c'est même pas les parents, c'est des avocats, connaissant par cœur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil d'État. C'est donc une offensive politique pour imposer la vision d'une religion dans l'école. Et donc, je me convainc, comme encore une fois la grande majorité de nos camarades, de nos collègues, pardon, qu'il faut voter cette loi, ce que nous faisons après la commission Stasi qui a dit à peu près la même chose. Les camarades aussi. Les camarades aussi étaient d'accord. Et les collègues de droite, dans la grande majorité, aussi. Donc, loi de 2004, vous l'avez rappelé, interdisant les signes ou attitudes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. On peut beaucoup discuter de cette loi, mais elle est là, et le résultat est que ça marche. Que depuis 2008, il n'y a plus un seul procès, qu'il y a peu de cas où il y a des conflits, que les jeunes filles qui portent un voile ont pris l'habitude de l'enlever avant de venir et de le remettre quand elles repartent. Et peu de cas de conflit, et ça se résout souvent par le dialogue. Alors il y a une dernière loi qu'il faut évoquer si on évoque l'histoire, qui n'est pas une loi de laïcité, mais qui touche au débat laïque. C'est la loi qui interdit de dissimuler son visage en public, dite loi anti-burqa ou anti-niqab, voile intégral. Cette loi ne pouvait pas être prise sur le fondement de la laïcité parce que rien dans les textes de la laïcité ne dit des choses sur ce sujet-là. Elle a été prise sur le fondement de la sécurité. C'est dangereux de ne pas pouvoir voir le visage de quelqu'un en public. Elle a suscité d'immenses interrogations, un grand partage dans les différents groupes politiques, mais elle a été votée. Avec des difficultés d'application quand un gendarme ou un policier, qui par parenthèse a évidemment d'autres sujets, surtout en ce moment, doit tenter de convaincre une femme d'enlever sa burqa ou son niqab, en tout cas de plus dissimuler son visage, et qui est à côté des hommes qui attendent que ça pour faire une provocation. Bon. Mais, je le dis pour information, ce n'est pas strictement la laïcité. J'ajoute que nous sommes soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc quand il y a une atteinte à la liberté de conscience ou de religion, réelle ou supposée, elle en est saisie.
elle a validé sans aucun problème la loi de 2004, en considérant que ça faisait partie de l'appréciation légitime d'un État laïque comme la France. Elle a beaucoup plus hésité sur la loi de 2010. On sent bien qu'il y a des considérants assez agressifs, disant n'allez pas plus loin. Avec un raisonnement intéressant, alors je décante parce que c'est enveloppé, il balaye plus ou moins l'argument dissimuler son visage. Est-ce qu'il faut une loi pour dire que si c'est dangereux dans un endroit, vous enlevez bon. Mais ils disent un raisonnement très intéressant, ils tiennent un raisonnement très intéressant, ne pas dissimuler son visage en public fait partie du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en France. Et quand j'ai vu ce jugement, j'ai eu deux réactions successives contradictoires que je vous livre et que j'ai encore aujourd'hui. Première réaction, ils touchent à quelque chose de très juste. Et aussi, ils reconnaissent que même avec une Cour européenne des droits de l'homme, on a des libertés d'appréciation qui dépendent de nos régimes juridiques et de nos fonctionnements sociétaux et culturels. C'est d'ailleurs d'une audace pour les juristes qui sont ici prodigieuse. Il n'y a évidemment aucun texte européen, ni même aucun texte français qui définit le vivre ensemble, dont on parle régulièrement, mais c'est défini nulle part ce que c'est que le vivre ensemble. Donc je me suis dit, il touche à quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, est-ce que c'est à un juge européen ou français de dire ce qu'est le vivre ensemble? Est-ce que ce n'est pas plutôt à la représentation nationale? Voilà, je vous dis ça pour éclairer le débat et la réflexion. J'en reviens à ma définition de la laïcité. Rassurez-vous, je n'ai pu être très très long. J'ai oublié de dire tout à l'heure, quand j'ai pris le premier pilier, celui de la liberté, que la laïcité est un principe. Alors il y a un débat principe-valeur, on pourrait y revenir, mais on a encore auditionné hier, non avant-hier, le vice-président du Conseil d'État qui nous a confirmé ce que nous disions et ce que nous savons. C'est un principe. Alors c'est un principe qui n'est pas que juridique, c'est un principe politique. Politique, police, la cité, c'est un principe qui s'exerce, qui s'impose dans toute notre vie politique, qui se traduit évidemment par des règles juridiques. Et qui, je le disais, repose sur trois piliers. Premier pilier, la liberté, je n'y reviens pas. Deuxième pilier, la neutralité de l'État, qui résulte de la séparation des églises et de l'État. L'État ne doit, et ses représentants, ne doivent pas manifester une préférence pour une religion ou pour une conviction, une philosophie. Et cette neutralité s'applique à l'État au sens large, au service public en réalité. État, collectivité publique et services publics, même quand ils sont exercés par des personnes de droit privé. Quand il y a une mission de service public, on est soumis à cette neutralité parce qu'on représente plus que soi. On représente la commune, le département, la région ou l'État, la nation. Cette neutralité est en fait, pour nous, un garant d'égalité. Vous pouvez en principe être rassuré sur le fait que vous n'avez pas besoin d'être de la même religion ou du même parti ou du même syndicat que le fonctionnaire que vous avez en face de vous. Liberté, égalité, et on va venir à fraternité. Je précise que c'est une neutralité des agents publics, pas des usagers du service public. Il y a souvent une confusion qui est faite, volontairement ou involontairement. Je faisais, il y a quelques années, une formation pour les préfets, où j'exposais cette question. J'ai un préfet qui lève la main et qui dit « Monsieur le Président, je suis très vigilant sur le respect de la neutralité du service public. » Bravo, Monsieur le Préfet. L'autre jour, j'ai vu une dame qui avait un foulard et qui faisait la queue à un guichet de la préfecture. Je lui ai dit « Madame, vous quittez le guichet ou vous quittez votre foulard ?» J'ai répondu « Zéro, Monsieur le Préfet. Zéro. Si elle trouble l'ordre public, si elle fait du prosélytisme, s'il y a des problèmes, oui. Mais sinon, non. » Vous voyez que même un préfet, je pense que maintenant ils savent tous, mais enfin celui-là ne savait pas. Donc pas neutralité des usagers, encore une fois, sous réserve de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui, de ne pas faire de prosélytisme abusif, de ne pas causer du désordre. Toujours la même chose, mais c'est des comportements. C'est des choses objectives. Ce n'est pas le fait d'avoir un foulard ou de ne pas avoir de foulard, d'avoir une croix ou pas de croix. Troisième pilier, la citoyenneté. Liberté, neutralité, en fait égalité, citoyenneté. Nous sommes différents d'origine, de conviction, de croyance, de sentiment d'appartenance. Et c'est évidemment une source de richesse. Mais à condition que ces différences soient rassemblées dans quelque chose qui les dépasse, c'est que nous n'oublions jamais que nous sommes d'abord toutes et tous, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et ça, c'est très typique de la République et de la laïcité française, même si ça existe bien sûr dans d'autres pays. Vous voyez que la définition n'est quand même pas très compliquée. Et je crois, au-delà des polémiques, difficilement contestables. En tout cas, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un, sauf des philosophes sur valeurs, principes, mais je tiens pour principe et ça a des conséquences pratiques et politiques. Une fois qu'on a dit ça, le débat peut commencer sur comment on fait pour appliquer ces principes, et cette loi, notamment de 1905. Et là, en effet, il y a plusieurs manières de faire. Notre vision à nous, observatoire, dans notre diversité politique, philosophique, religieuse, je ne sais même pas d'ailleurs les appartenances philosophiques ou religieuses de tous mes collègues, même si je connais certaines, ou convictionnelles, hein, comme on dit pour dire les convictions qui ne sont pas des croyances. Notre
conviction et qu'il faut faire ce qu'avait dit Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas besoin de durcir la loi. Il faut connaître la loi, il faut l'appliquer, il faut la faire respecter avec fermeté et sagesse. Les deux mots sont importants. Et ça a des conséquences que je pourrais détailler sur des cas concrets si vous le souhaitez. Je vais prendre, et bien souvent les solutions résultent du texte même, de l'esprit même de la loi, de la jurisprudence ou du bon sens. Je prends deux cas concrets qui font régulièrement débat. Les cantines scolaires. Nous avons publié des guides, je le disais, qui traitent cette question entre autres. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons d'abord, que dit la loi? Réponse curieuse, rien, parce que c'est un peu technique, c'est un service public facultatif, ça veut dire que les communes ne sont pas obligées de le mettre en place, et donc il n'y a pas de règles sur les menus. Elles sont théoriquement libres de servir les menus qu'elles veulent. Il y a des règles d'hygiène et de sécurité, ça va de soi. Et qu'est-ce que nous disons? Nous n'employons jamais l'expression repas de substitution. Le repas de substitution veut dire un repas pour les jeunes musulmans ou juifs qui ne veulent pas manger de viande de porc, donc on sert quelque chose à la place. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas singulariser une demande religieuse. Nous ne voulons pas nous focaliser que sur la religion. Et nous disons ceci, que d'ailleurs des centaines de municipalités, peut-être même plus, de gauche, de droite et du centre, ont trouvé toutes seules et pratiquent avec bonheur depuis des années. Il faut offrir du choix. Le choix, c'est bon pour la santé. Le choix, ça permet à celui qui ne veut pas manger de viande un jour donné de ne pas manger de viande ce jour-là. Quand il y a de la viande, on sert autre chose. Ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande. Et ça permet à l'élève musulman ou juif qui considère qu'il ne faut pas manger de viande de porc de ne pas manger de viande de porc. Mais on cherche toujours le plus grand commun dénominateur. L'exercice de liberté. Alors, un ancien président de la République a dit il ne faut pas faire ça, il suffit qu'il prenne 2 fois des frites. C'est dire le niveau auquel il élève le débat. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a un maire, le maire de Chalon-sur-Saône, qui en plus est vice-président de l'Association des maires de France, qui en plus, entre 2 tours d'une campagne électorale, ce n'était pas un moment tout à fait neutre, est revenu sur la pratique qui était celle de la commune de Chalon-sur-Saône depuis 1983, instituée par M. Perben, maire de Chalon-sur-Saône, et qui ensuite a été ministre de la Justice. Non, ce n'est pas la peine, pas nécessaire. Bon. Tribunal administratif à ce stade, condamnation. Nous, on n'était pas sûr qu'il y ait vraiment une base juridique pour condamner, sur le fondement très intéressant, maintenant on verra après ce qui se passe en appel en cassation, de la Charte internationale des droits de l'enfant, qui dit en substance que dans toute décision, à quelque échelle que ce soit de la géographie, du territoire, on doit prendre en compte d'abord l'intérêt de l'enfant. Et le tribunal de Dijon a dit qu'il n'a pas pris du tout en compte l'intérêt de l'enfant. Voilà. Donc, encore une fois, c'est assez simple et ça marche. Donc, pourquoi soulever ce genre de polémique alors que ça fonctionne? Il y a des cas où ce n'est pas compliqué. Bon. Deuxième cas, les demandes de congés. Comme on dit dans le langage contemporain élégant, on pose une RTT. Par parenthèse, on n'est pas obligé de dire pourquoi on pose une RTT, mais supposons qu'on le dise. Nous disons qu'une demande pour un motif à caractère religieux, ça n'est ni mieux ni moins bien qu'une demande pour un autre motif. Parce qu'on a un enfant malade, parce qu'on a un deuil, parce qu'on a un problème familial. Et on doit le traiter de manière objective, aussi objective que possible. Est-ce que si moi, manager, public ou privé, je dis oui, ça va compliquer l'organisation de l'atelier, du service, du bureau? Je suis en droit de dire non. Si ça ne complique pas, si on peut fonctionner, alors je dis oui. Vous voyez, ce sont des choses aussi simples que ça, qui font que si on a un peu de bon sens et de bonne foi, on peut régler beaucoup de questions et qui me font dire qu'en effet, la laïcité n'est pas à feu et à sang. Il y a des offensives dures qui ont plutôt tendance à s'aggraver dans des quartiers, en effet, où il n'y a pas de mixité sociale. Et pourquoi, au fond, est-ce que ce débat sur la laïcité prend autant de flammes? C'est précisément parce que dessous, il y a d'autres débats extrêmement importants, légitimes, graves. Le premier débat, c'est celui de la mixité sociale, ou de la ségrégation et des discriminations. Quand je vais, et je vais tout le temps, j'étais hier pendant plus d'une demi-journée au Mureau, dans les Yvelines, quand je vais parler de liberté, égalité, fraternité, et que les gamins du quartier savent qu'ils ont beaucoup moins de chances, alors les uns disent 1 sur 7, les autres disent 1 sur 2, d'avoir une entretien d'embauche en fonction du quartier d'où ils viennent. A fortiori s'ils sont basanés, et a fortiori s'ils ont un nom à consonance musulmane ou maghrébine. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et il y a une pression dans le quartier, qui n'est pas qu'une pression religieuse, qui est une pression économique. La loi de l'économie de la drogue, où c'est extrêmement difficile de faire un travail réel en dehors de cette économie de la drogue. Et puis il y a bien sûr la loi de forme intégriste, radicale, de l'islam, qui veulent imposer leur loi dans le quartier. Et par rapport à ça,
nous disons qu'il n'y a pas besoin d'invoquer la laïcité. Si on refuse de servir une femme dans un restaurant, il y a eu une allusion dans la campagne électorale au cas de Sevran, de France 2, dont certains disent que le reportage était bidouillé. Peu importe, mettons que ça soit produit. Nous disons que ce n'est pas une question de laïcité. C'est une discrimination à l'égard des femmes, et c'est un refus de vente sur le plan commercial. La femme victime de cette discrimination, de ce refus de vente, est en droit de porter plainte. Si elle ne peut pas le faire, il y a des quartiers où vous imaginez bien qu'on ne peut pas le faire, une association. Et si l'association ne peut pas le faire, nous demandons au procureur de la République de le faire. Bon, quand je dis cela, je suis un peu estomaqué qu'on m'accuse de laxisme. Ça me paraît difficilement d'être plus net, parce que je demande au procureur de le faire, ce que ne demandent pas forcément les ministres de la Justice et les ministres de l'Intérieur. Parce qu'il ne faut rien laisser passer de ce qui est du respect des lois de la République. En tout cas, s'il y a de la mixité sociale, ça change, par définition. Et la mixité sociale, c'est un énorme enjeu. C'est très très dur de lutter contre la ségrégation scolaire, la ségrégation dans l'habitat. Mais c'est un enjeu capital, et pas que pour la laïcité, mais déjà pour la laïcité. Jaurès disait en 1904, la République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. Le deuxième débat, c'est évidemment celui de l'islam. Et ce n'est pas être anti-musulman que de le poser. Vous avez très bien cité ce que je disais là-dessus, en réponse, entre autres, aux propos de Manuel Valls, qui était quand même dans le haut de la fourchette de ce qui nous sort. Hein, la France a un problème avec l'islam et avec les musulmans. Les musulmans. Bon. Le problème, c'est que quand on tient ce genre de propos, on fabrique des replis identitaires. On fabrique du radicalisme. Et on fait le contraire de ce qu'on prétend combattre. Ce n'est pas en fonction d'une vision idéologique que je fais ça, c'est en fonction d'une vision d'intérêt national, du fonctionnement de la cohésion nationale. Alors, il y a des textes, je me livre toujours un petit exercice, je demande ce qu'ils disent la position des représentants, les grandes fédérations de mosquées, le Conseil français du culte musulman sur ces questions de laïcité. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît le manifeste citoyen des musulmans de France? Ne vous inquiétez pas, les publics les plus avertis, j'ai parfois une ou deux mains qui se lèvent, mais c'est plutôt... Il y en a une là-bas qui s'est levée. C'est un texte qui a été écrit, encore une fois, par des gens très représentatifs, après les attentats, qui parle de république et de laïcité. Je pourrais vous le lire tout à l'heure si vous le souhaitez. Qui est un texte extraordinaire. Et donc Cazeneuve, j'aime bien citer Cazeneuve parce qu'il n'est pas dans le lyrisme des propos. Mais là, il a été lyrique. Il a dit que c'est une véritable déclaration d'amour à la République. Pourquoi donc croyez-vous qu'on ne parle pas que de ce texte et qu'on vous parle que des prières de rue ou des crèches dans les mairies? C'est très important de savoir qui est ce texte. Je ne dis pas que tous ceux qui l'ont signé sont sincères. Je pense la grande majorité. Mais il existe ce texte. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et donc la question pour moi, ce n'est pas l'islam. On peut discuter philosophiquement, historiquement. La question, comme président de l'Observatoire de la laïcité, c'est les comportements, les paroles et les propos, comme vous le citiez, qui sont musulmans ou pas. Est-ce qu'on respecte les lois de la République? On ne les respecte pas si on interdit aux femmes de rentrer dans un restaurant. Mais ce n'est pas l'islam. Ce n'est même pas telle variante de l'islam. Puis le troisième débat, c'est sur l'identité nationale, qui se pose bien au-delà des questions de religion. Et sur ce point, ce que disait Valls, c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est que la France dans une économie mondialisée? Qu'est-ce que c'est que la France en Europe? J'ajouterais, qu'est-ce que c'est que la France qui n'est plus jacobine? Ça pose des questions en termes de solidarité et d'égalité. La France, à l'évidence, c'est une langue, c'est une histoire. Encore faudrait-il que l'histoire soit vraiment partagée, qu'on n'oublie pas le Sud, l'Est et l'Ouest. Je prends, quand j'en arrive là, j'ai presque fini, hein, l'exemple d'Abdelkader. Donc, me fiant à mes souvenirs lointains d'élèves de collège, que j'ai vérifié sur les manuels actuels, comment on parle d'Abdelkader? D'abord, parfois, on n'en parle pas, très bien. Quand on en parle, c'est l'idée, en effet, de quelqu'un qui a été un combattant très résolu à la colonisation, et puis des trucs folkloriques, le harem et l'asmala. Bon. Le harem, je ne sais pas. L'asmala, depuis que j'ai regardé, je sais. Avant, je ne savais pas, mais il y a sûrement des gens ici qui savent. C'est une signification politique. Il y a l'attente du chef et à égalité l'attente des autres autour. Mais enfin, peu importe, on ne fait que du folklore là-dessus, alors que c'est une signification politique. Mais vous ne trouvez dans aucun manuel, en tout cas de tous ceux que j'ai pu consulter, dans aucun manuel, le fait qu'il est devenu, après avoir combattu la colonisation, admirateur des valeurs de la France. Le fait qu'il a été franc-maçon, et le fait qu'en exil, il a protégé des chrétiens contre des musulmans. L'histoire de France, dans la colonisation, ça comporte aussi l'histoire d'Abdelkader complète. Et quand je dis ça, il y a des jeunes de culture musulmane qui tombent des nues parce qu'ils ne le savaient pas plus que les jeunes d'autres cultures. Donc il ne faut pas qu'on ait une vision rétrécie et biaisée. C'est bien sûr le vouloir vivre ensemble, le référendum permanent. C'est bien sûr la laïcité et la République, mais ça ne peut pas être que la laïcité et la République. Et pour terminer, je voudrais vous faire une citation de François Mitterrand sur cette question de l'identité, qui est un texte très ancien, ça date de 1987, dans un colloque à la Sorbonne. Et il dit ceci.
Rassurez-vous, c'est pas long. Donc 18 mai 87. Qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons nous placer de nous-mêmes dans un musée, objet derrière une vitre, auquel personne ne pourra toucher? Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, un peu portugais, un peu polonais. Et je me demande si nous ne sommes pas en train de devenir un peu arabes. Je reconnais que voilà une phrase inquiétante. C'est celle-ci qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite qu'à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers de ce qu'ont été ceux d'avant, considèrent que ceux d'après, ceux du siècle prochain, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre exposé nous situe dans un débat dont on n'a pas du tout l'habitude dans ce pays, qui est un débat ouvert et factuel, principiel. Voilà. Donc c'est à vous. Prend la parole qui la veut. Il faut simplement attendre le micro parce que la séance est filmée. Si vous n'avez pas de micro, on ne comprendra pas ni ce que vous dites, ni ce qui vous est répondu. À vous. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, j'ai une question qui me travaille depuis longtemps. C'est justement le fait qu'à un moment donné, la loi de 1905 a figé la situation à une certaine époque et une certaine histoire des religions en France, notamment sur les moyens physiques, spatiaux d'exercer la religion. Et à mon avis, l'un des problèmes, et je n'ai pas de solution, enfin je ne sais pas comment on peut le résoudre, mais je pense que la République devrait pouvoir soit modifier, soit chose. En fait, le fait qu'on ne donne pas les moyens à une religion qui est quand même relativement importante en France d'assurer décemment son culte, comme toutes les autres, pose un problème de fond qui engrange de la frustration, etc., etc. Vous pensez à l'islam, j'imagine. Une micro-remarque sur le problème du libre, parce que ça me frappe beaucoup en ce moment, c'est le problème le fait que dans l'espace public, il faut avoir le visage découvert. Il se trouve que nos amis de la force de public sont de plus en plus fréquents, masqués dans leurs interventions, on n'arrive plus à voir leur visage. Cela dit, il y a aussi des gens qui sont des gens avec des cagoules qui cassent en besoin de manifestation ou des motards avec casque et sans moto. Mais bon, je reviens à votre question. Ce que je vais dire, ce n'est pas tout à fait la réponse, mais je voulais le faire. Il y a des gens qui me disent, mais vous aviez un point très précis auquel je vais répondre, ou qui nous disent, enfin le monde a changé. La 1905, c'est vieux. À l'époque, il n'y avait pas l'islam. Et je réponds, si l'argument c'est vieux, je vais vous dire quelque chose d'encore plus vieux que vous pourriez changer, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je veux dire par là que la vertu extraordinaire de cette loi, qui a d'ailleurs été modifiée, heureusement, des dizaines de fois, c'est qu'elle est adaptée à des principes qui s'appliquent quelles que soient les croyances et les convictions. Et ça, c'est un outil extraordinaire dont un certain nombre de gens commencent à se rendre compte. Mais il y a le problème du financement des lieux de culte. Alors, il y a eu là-dessus un travail d'une commission sénatoriale, pluripartisane, un travail de l'Observatoire, nous avons abouti à peu près aux mêmes conclusions. Première solution, et il y a deux religions en forte croissance qui ont besoin de lieux de culte, il y a l'islam, bien sûr, les musulmans et les évangélistes. Première solution, on ouvre une possibilité de rattrapage. Ça nous paraît absolument impossible, parce qu'on discrimine une religion par rapport aux autres, même si l'histoire est différente. Et puis, possibilité de rattrapage, quand même, la République ne salarie pas, ne subventionne pas des cultes, sauf Alsace-Moselle, j'y reviendrai. Et donc, il y en a d'autres qui disent au contraire, on a été peut-être trop indulgents, il ne faut plus qu'on entretienne les églises ou les chapelles. Position irréaliste. Or, il y a des dispositions qui ont été prises, dont je reconnais qu'elles sont tordues, compliquées, mais qui marchent. Et je vais vous dire lesquelles. En 10 ans, on a multiplié par 2, pas forcément les mosquées, le nombre de lieux de culte décents pour les musulmans. Il y en a 2600 aujourd'hui. Donc, on a fait un progrès considérable. Comment ? Avec 3 dispositions. La première, c'est qu'une commune peut donner un bail amphithéotique à une association cultuelle, c'est-à-dire qui veut installer un lieu de culte. Alors évidemment, elle n'est pas obligée de le faire, mais dans certains cas, il y a des communes qui ont été condamnées parce qu'elles ont vite découvert l'utilité d'un équipement collectif empêchant de faire le lieu, d'avoir le permis de construire, par exemple. Et ça, c'est quand même un avantage. Il faut que ce se fasse à des prix normaux, mais c'est quand même un avantage considérable. Deuxièmement, dans des agglomérations en croissance, et nous proposons de l'élargir à la France entière, elle peut garantir des emprunts.
ce qui est extrêmement intéressant aussi. J'ajoute que les fidèles eux-mêmes peuvent et financent le culte, et c'est bien la base principale et normale. Et troisièmement, alors ce qui est un peu jésuitique, casuistique, on peut subventionner les parties culturelles d'établissements cultuels. Exemple, une mosquée ou une synagogue, une église, il y a une librairie. Dans cette librairie, vous trouvez des ouvrages philosophiques de différentes sortes. Cette librairie est un lieu culturel et pas un lieu cultuel. Mais encore une fois, les autres solutions ne sont pas praticables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette solution, on avance. D'autres questions? N'hésitez pas. Ici. Et ensuite, le Père Delon. Donc vous avez répondu à Oui, on vous entend. ma première question, donc je ne vais pas y revenir. J'étais très sensible pour faire de la médiation en banlieue, en Seine-Saint-Denis, donc j'entends un peu les discours, même j'habite à Nation, je discute souvent avec les cosquiers, il y en a un qui est tenu par des gens d'âge différents qui sont iraniens, et j'entends en substrat effectivement des références de valeurs qui ne sont pas tout à fait celles que je partage personnellement, notamment sur la place des rapports hommes-femmes, également sur la place des droits de l'homme, un peu comme si, et je pense que c'est pas faux non plus, il y avait un héritage très lourd de l'Occident vis-à-vis de beaucoup de civilisations. Ça, c'est tout à fait une première chose, et je pense que c'est important de mesurer ça. J'ai trouvé un écho dans vos propos, prendre en compte les frustrations, etc., expliquer, etc. Non, j'en reviens un peu, alors ça, je connais mal la législation, ce qu'il en est, mais donc, l'interdiction du port du voile au lycée, au collège, pas à l'université, hein, c'est ce que j'ai compris. C'est ça ? Oui, c'est l'état du droit et c'est ce qu'on recommande, mais on peut en discuter si vous le souhaitez. Est-ce que l'en est de même pour le port de la kippa? Toutes les religions, c'est la même chose. Hein. Que ce soit le voile, la kippa, la croix, le turban sikh, le bindi réunionnais, c'est un signe manifestant une appartenance religieuse. Un signe religieux ostensible, enfin, dans l'école publique. Dans l'école publique, j'entends bien. Hein. Pas dans la rue et pas à l'université. Oui. Ostensible. Hein. Ostensible, on est d'accord. Une petite croix n'est pas... Non, on a mis ostensible plutôt qu'ostentatoire, parce que les gens se demandaient qu'est-ce que c'était qu'ostentatoire. Ostentatoire, c'est ostensible avec une volonté d'être ostensible. Quoi. Donc ils ont pris ostensible, c'est qu'il se voit. Pardon, j'ai un peu la réponse à ma question. Reste, pour être assez proche de l'Église catholique, on va dire, je suis personnellement très choqué de... Enfin, je ne ressens pas du tout les processions comme vous l'avez évoqué. Pour moi, c'est un signe effectivement très ostensible de reconquête de l'espace public, etc. Bon, reste, quelles que soient mes convictions religieuses ou une sensibilité religieuse, j'ai pour moi l'idée que la religion catholique, et c'est pas par hasard qu'on est si crispé là-dessus, j'ai plein d'amis qui sont dans une position offensive par rapport aux religions, mais ils pensent d'abord catholicisme, hein, qui sont d'abord là-dessus, parce que de fait, bon, c'est un peu comme un divorce, si on s'est terriblement aimé, le divorce va être terrible. Si ça a été beaucoup plus tiède, la séparation sera moins conflictuelle. Et je pense qu'on était la fine idée de l'Église et que ça a encore des effets aujourd'hui. Donc, en tout cas, moi, je n'irai jamais dans une procession sur la voie publique. Ça me paraît être, aujourd'hui, le catholicisme est sur cette position-là de reconquête, de se faire voir, etc., etc. Bon, il y a plein de jeux comme ça, très antagonistes, hein, qui sont sous-jacents et qui, effectivement, génèrent des conflits, énoncés ou pas, etc. Et je terminerai simplement là-dessus, là où je fais de la médiation, une association paramunicipale tout à fait très sympathique, etc. La position de certains, si je disais que moi je vais de temps en temps faire une retraite dans un monastère, où je vois des gens avec des capuches, hein, parce que ça pourrait être de banlieue. Ouais, c'est fermé, c'est un lieu de culte. Voilà. Mais donc je dis simplement que si je disais dans un monastère, je me ferais moquer, etc. Par contre, on ne dira surtout rien aux 2-3 permanents qui sont d'origine musulmane, qui sont là et qui vont faire le ramadan. Donc il y a une espèce de position différente. Chacun s'accommode, accommode les choses avec tout ça. Je comprends ce que vous dites, en même temps, surtout sur la fin, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. La laïcité est un principe qui s'applique à toutes les convictions, ni plus ni moins aux musulmans qu'aux catholiques ou qu'aux athées ou qu'aux libres penseurs. Et ça, il faut y tenir. Alors après, on a des réactions idéologiques, des réactions culturelles. Je pense qu'il faut savoir qu'elles existent, il faut savoir leurs origines, mais il ne faut rien céder. Il n'y a pas des droits de l'homme à géométrie variable. Moi, je suis exaspéré quand j'entends, et ce n'est pas directement lié aux religions, un certain nombre de pays qui sont des manipulations politiques, dire qu'il y a une conception asiatique des droits de l'homme, ou il y a une conception africaine des droits de l'homme. Non, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies. Et pour ce qui nous concerne, nous, en France, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a l'égalité entre les croyants et les non-croyants, et ça, on doit le faire respecter. Ce n'est pas négociable.
Et c'est ce qu'on doit apprendre à l'école. On doit apprendre à l'école. Et pourquoi c'est utile? Parce que ça permet justement de protéger chacun dans sa conviction à égalité avec les autres convictions, avec les autres religions. C'est pour ça que c'est important d'avoir la mixité sociale, parce que là, on comprend mieux pourquoi on a des arrière-plans différents. Je vous en prie, attendez le micro. Voilà. Non, c'était ici. Voilà. Après. Monsieur le Président, d'abord un grand merci. Je suis un des nombreux Français qui sont très reconnaissants à ce que vous faites, à ce que vous dites. Alors, j'avais une question à vous poser. Vous avez dit, c'est tellement important qu'il doit y avoir des relations apaisées entre l'État et les religions, sans que l'État privilégie telle ou telle religion. Et c'est très important. Alors, à ce propos, je voulais vous poser une question sur un concept qu'on entend, qu'on lit parfois dans certains milieux intellectuels. L'Europe judéo-chrétienne est menacée par l'islam. Je trouve que cette formule est d'abord théologiquement très discutable. Il y a certes des divergences doctrinales entre la foi chrétienne, la foi juive, la foi musulmane, mais il y a aussi des valeurs communes aux trois religions. Et l'islam, bien lu, bien compris, bien vécu, est lui aussi porteur de valeurs spirituelles, comme le christianisme et comme le judaïsme, à sa manière, chacun à sa manière. Donc le concept de l'Europe judéo-chrétienne menacée par l'islam me paraît une formule très dangereuse, mais malheureusement encore fréquente dans certains milieux. Et cette formule également est dangereuse sur le plan politique, parce qu'elle peut être utilisée en disant que l'Europe, menacée par l'islam, doit évidemment soutenir inconditionnellement l'État d'Israël, qui est lui aussi menacé par les fanatiques musulmans. Alors je crois que c'est très important que, tout en reconnaissant les divergences qu'il y a entre chrétiens, juifs et musulmans, comme entre croyants et incroyants, il y a des divergences de fond, c'est vrai. En même temps, il y a des valeurs communes, et je crois que c'est très important de se mettre dans ces perspectives pour éviter des conflits qui seraient très graves. Merci. Je veux juste un mot. Bien sûr, vous avez tout à fait raison de soulever cette question. Donc je vais prendre les deux bouts, si je puis dire. L'Europe judéo-chrétienne est menacée par l'islam. Je ne suis pas compétent sur le plan théologique, mais judéo-chrétienne, oui, enfin, quand on voit les persécutions qu'il y a eu des chrétiens sous les Romains et les persécutions qu'il y a eu pour les Juifs tout le temps, bon. Mais ça rejoint la question des racines de l'Europe, le débat qu'il y a eu au moment de textes européens sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et je trouve que là, si on réfléchit calmement, encore une fois, c'est une opinion que je donne pour le coup, c'est pas la loi et les prophètes. Les choses sont assez simples. On a évidemment des racines chrétiennes en France, en Europe. Et c'est extrêmement important. Sinon, pourquoi est-on ici rue des Carmes ou boulevard Saint-Germain Mais on n'a pas que des racines chrétiennes. On a des racines grecques, la démocratie. On a des racines latines, le droit. On a des racines musulmanes, la sagesse que les musulmans du Moyen-Âge, et notamment d'Andalousie, qui avaient été oubliés, des Grecs qu'ils ont rapportés. Et certaines contributions philosophiques. On a des racines de la libre pensée, on a des racines de la franc-maçonnerie qui a joué un rôle tellement important, et dans la loi de 1905, et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'était un peu le sens d'ailleurs du texte de François Mitterrand. Donc c'est extrêmement dangereux parce que c'est effectivement utilisé politiquement pour agiter les peurs. Et chacun connaît une responsable politique selon qui, si on la suit, nous serions tous des Gaulois masculins, blancs, catholiques. Et de l'autre côté, menacés par l'islam. Alors là, il faut être très rigoureux dans l'analyse. Il y a un débat mondial sur l'islam, qui ne regarde pas que les musulmans, parce avoir des conséquences sur le mode de fonctionnement des sociétés. Et qui est un débat parfois violent, politique et philosophique, sur lequel je pense, comme citoyen du monde, on a à avoir une opinion. Mais qu'il y a un débat qui regarde d'abord les musulmans. On a un débat aussi en France, par exemple, ou dans d'autres pays avec une composante musulmane, sur la nature de l'islam qu'on veut. Mais d'un point de vue de la République, d'un point de vue de la laïcité, tout ça sont des débats qui peuvent être très importants. Je parle bien sûr aussi, je pense, au terrorisme, mais qui ne touchent pas directement la laïcité. Encore une fois, ce qui compte, c'est ce qu'au nom d'une religion, on fait, ou pas au nom d'une religion.
ce qu'on dit. Est-ce qu'on diffame? Est-ce qu'on fait l'apologie de la violence? Est-ce qu'on tient la femme dans une condition inférieure? C'est ça le combat que nous avons mené, nous, en tant que Français laïcs. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'il y ait des enjeux considérables dans beaucoup de pays. Je vais prendre un seul exemple qui est très intéressant, la Tunisie. La Tunisie, malgré les immenses difficultés économiques dans lesquelles ils se débattent, malgré le terrorisme qui est toujours présent chez eux, c'est le printemps arabe qui a le plus réussi. La constitution tunisienne est extrêmement intéressante. Alors, il y a une tradition de laïcité, notamment au sens égalité femmes-hommes, qui remonte à Bourguiba. Mais elle dit la Tunisie est un État musulman, article 1er. Mais article 2, la Tunisie est un État de la loi civile et qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire et qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc vous voyez, on n'est plus dans la charia. On a encore une religion d'État qu'on proclame, mais les autres articles sont là pour aller vers la laïcité. Voilà. Et donc ça, c'est un débat extrêmement important, mais qui est l'affaire d'abord des citoyens tunisiens en Tunisie, des citoyens algériens en Algérie, et pas des défenseurs de la laïcité française. On peut échanger avec eux, on le fait. Merci. Monsieur. Il y avait un deuxième terme dans le sujet annoncé, laïcisme. Le premier a été traité de façon éblouissante, j'aimerais qu'on aborde le second. Alors, je n'ai pas abordé le laïcisme parce que j'ai accepté ce sujet en me disant pourquoi pas. Et puis, du coup, je me suis dit, mais c'est quoi exactement le laïcisme? C'est quoi exactement le laïcisme? J'ai regardé dans les dictionnaires, j'ai regardé sur les différents instruments qu'Internet nous donne, et j'ai trouvé des définitions, y compris dans des grands dictionnaires, qui mélangeaient absolument tout. Qui mélangeaient des visions de la laïcité, qui parfois confondaient la laïcité et le laïcisme. Bon, je soumets à votre appréciation, vous êtes sans doute posé la question avant cette rencontre ou aujourd'hui. Si je comprends bien, c'est une doctrine qui tente à prohiber toute existence de signes religieux dans l'espace public. En tout cas, c'est, me semble-t-il, le cœur du sujet. Mais on aurait pu poser la question autrement sur une... Alors, tout le monde est un peu d'accord maintenant avec un peu d'hypocrisie sur le fait qu'on ne met pas d'adjectif. Nous ne mettons pas d'adjectif à laïcité parce qu'on met un adjectif, on l'attire dans un sens. Laïcité ouverte, avait dit le président Sarkozy dans son célèbre discours du Latran, on l'a dit que le curé, ce serait toujours mieux que l'instituteur. Une manière de favoriser l'apaisement des esprits dans la République laïque. Vous avez des laïcités de combat. Vous avez des laïcités ouvertes, tolérantes, accommodantes, etc. Moi, on me met plutôt dans la tolérante. Encore une fois, j'ai essayé de dire que la laïcité que je promeus, c'est celle du droit. Elle n'est pas spécialement tolérante, pas tolérante. On a fait tout un papier en disant liberté et interdit. Il y a des libertés et des interdits. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une conception, je dirais, plutôt, alors c'est pas forcément derrière le laïcisme, extensive de la laïcité. Et là, on touche à un débat très important. Extensive, en fait, de la neutralité. Je parlais tout à l'heure des usagers du service public, des citoyens qui vont à la préfecture, à la mairie. Il y a des propositions de loi qui viennent de l'extrême droite, d'une partie de la droite et d'une partie de la gauche, consistant à dire neutralité des usagers. Plus aucun signe, parce que sinon c'est une source de conflit. L'université. Nous avons rendu un avis en autosaisine sur l'université. Nous avons consulté la totalité des syndicats d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, 23. Nous avons fait un travail avec la conférence des présidents d'université. Nous avons envoyé un questionnaire à 130 établissements, IUT et autres. Pas un syndicat, sauf l'UNI, qui a flotté, l'Union nationale interuniversitaire, qui a flotté au cours de l'entretien, ne nous a dit que le foulard, il s'agit du foulard quand on parle des signes, était un problème grave, encore moins qu'il fallait une loi. Nous avons donc dit, en plus la laïcité, c'est des adultes, la laïcité d'université, c'est des adultes, c'est un lieu de libre débat depuis le Moyen-Âge, et ça l'est encore aujourd'hui. Donc nous avons dit, ça n'est ni nécessaire ni opportun. Ce qui n'empêche pas un certain nombre d'hommes politiques, on en a cité un tout à l'heure, de répéter régulièrement qu'il faut interdire le foulard à l'université. Extension du domaine de la neutralité de la laïcité. L'entreprise, on a peur, dont sont quelques raisons, ça a des occasions de conflit, des questions touchant à la religion. Donc neutralité de l'entreprise. Neutralité des services d'intérêt général, toutes les crèches par exemple, pas seulement les crèches qui font un service public. Neutralité même dans la rue. Tout ça tournant autour d'une vision hystérisée du foulard. Et là, je renvoie d'abord à discuter avec des femmes, des jeunes filles qui portent le foulard, savoir pourquoi elles le portent, ce que moi je fais tout le temps, tous les jours ou presque.
Deuxièmement, de regarder les études anthropologiques, sociologiques, philosophiques qui ont été faites, notamment par une femme franco-turque, Nilüfer Gülen, dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'on découvre? Là aussi, il faut être rigoureux dans le débat. On peut évidemment être contre. On peut évidemment considérer que c'est une marque de soumission non choisie de la femme à l'homme, que c'est une régression. Tout ça est libre dans le débat public. Mais écoutez au moins ce que disent les femmes et les jeunes filles qui le portent. Et on s'aperçoit qu'il y a des motivations extrêmement variables. Il y a évidemment la crise d'adolescence. Chez d'autres, ce sera punk ou gothique. Il y a évidemment la pression du père, du mari si elles sont mariées, de quelqu'un de la famille. Oui. Il y a le fait d'être tranquille. Il y a le fait aussi de dire je me sens maltraité comme musulmane. Je dois, comme tous les autres musulmans, passer mon temps à dire que je ne suis pas pour Daesh. J'en ai assez. Je suis française, je suis laïque, mais je suis aussi musulmane. Et je le montre. Et j'ai une phrase un jour admirable d'une jeune femme qui m'a dit « C'est l'école publique de la République qui m'a appris que j'avais la liberté pourvu de ne pas porter atteinte à la liberté des autres. » Et vous avez dans les manifestations des femmes qui défilent après les attentats avec un foulard avec bleu, blanc, rouge dessus. Chez d'autres, il y a un net repli identitaire. Je ne me sens pas à l'aise comme française, je ne me sens pas à égalité de droit, donc je me replie sur l'identité musulmane, ce qui est son droit, mais ce qui est dangereux. Et puis il y a des féministes musulmanes, et j'en connais un certain nombre. Moi j'étais à une réunion du Conseil français du culte musulman au Sénat, où il y avait des sénateurs, il y avait des femmes qui étaient là, qui étaient majoritaires dans l'assistance, les unes voilées, les autres pas voilées, pardonnez-moi l'expression, qui ont engueulé devant témoins, le président de l'Observatoire, les sénateurs, le Conseil français du culte musulman. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes dans votre truc? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'imam femme? Bon. Donc, tout ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, je distingue le débat pour, contre, liberté, pas liberté. Le débat est légitime en démocratie. Mais si on fixe des règles, pour moi, la laïcité, c'est la liberté de porter le foulard si on veut, et de ne pas le porter si on ne veut pas. Juste un mot, je ne défends pas les titres, ils ne font pas l'objet... Non, mais j'ai essayé de Non, répondre. mais je veux dire quand même, parce que c'est notre titre. Je n'en suis pas l'auteur, mais je veux dire, on ne fait pas de grands séminaires pour imaginer des titres. On essaye de donner des titres qui donnent envie de venir, et c'est vrai qu'on est confronté, j'ai cité quelques phrases, vous en avez cité, à comment dirais-je, il y a deux manières de voir la laïcité, clairement, aujourd'hui, dans les débats en France. Au moins deux. Au moins deux, oui. Une qui est, je ne dis pas ni ouverte, ni... non, c'est la laïcité, point. Et puis, il y en a une autre qui est une laïcité de combat, qui sert aussi d'objet à d'autres agendas, comme on dit maintenant, qu'un agenda strictement laïque. Et c'est ça qu'on a voulu dire, on aurait pu l'exprimer sûrement. Mais vous avez, par rapport à combat, j'y reviens parce que j'ai un exemple intéressant à donner. Caroline Fourest, qui se demande à quoi je sers et à quoi sert l'Observatoire de la laïcité à longueur de texte. Mais beaucoup de gens se demandent aussi à quoi elle sert, elle, vous voyez. Je n'ai pas voulu répondre ça, mais moi je réponds, c'est bien pour ça qu'on m'invite 3 fois par semaine à débattre, que je suis soutenu par des parlementaires de tous partis politiques et que j'ai été renouvelé par 2 présidents de la République, parce que je sers à quelque chose. Mais au-delà de ça, elle a écrit un livre qui dit « La laïcité n'est pas un glaive, mais un bouclier ». Alors c'est bien de dire que ce n'est pas un glaive, c'est pas suffisant de dire que c'est un bouclier. Oui, c'est un bouclier. Oui, c'est un bouclier qui préserve la liberté de chacun, qui préserve la République contre des offensives politiques. Oui, mais ce n'est pas qu'un bouclier, c'est un outil. Et si je peux me permettre, un outil de maçon pour fabriquer la maison commune. Vous voyez, comme quoi le vocabulaire a de l'importance. Ce n'est pas un glaive, ça on est d'accord. C'est un bouclier, oui, mais c'est aussi un outil pour construire le commun, pour faire nation. Monsieur, ici. En vous remerciant pour la clarté de vos exposés, je voudrais revenir peut-être simplement sur le principe de la loi de 2004, parce qu'elle crée une innovation que vous avez d'ailleurs souligné plus qu'à demi-mot, mais qui est que la laïcité ne s'applique pas simplement aux personnes, mais en particulier aux agents de l'État pour manifester la neutralité d'État, mais qu'elle s'applique à l'espace. Et elle a créé une brèche, cette loi, en montrant que l'espace pouvait aussi être un lieu d'annexion ou de contestation. Et de ce fait-là, ça a ouvert un principe nouveau qui est la manière de gérer l'espace et d'imposer la neutralité dans l'espace, qui est quand même pas tout à fait la même chose que ce qui était prévu au départ. Vous avez raison, c'est une innovation, on peut même dire une rupture, avec ce que j'ai expliqué, ce que vous rappeliez.
moi, je vous ai dit pourquoi je m'en étais convaincu de la nécessité, au vu des témoignages d'enseignants, de parents d'élèves, de chefs d'établissement. Et je répète mon argument pragmatique, ça marche. C'est-à-dire que ça préserve l'école de conflits ou de débats qui ont eu lieu pendant 15 ans ou 20 ans, dans un climat de respect, de tolérance et de liberté. Mais c'est vrai qu'on peut, là encore, toujours la même chose, d'un point de vue philosophique ou politique, critiquer cette loi. Ce que je n'accepte pas, c'est quand certains disent que c'est une loi islamophobe. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais chez les jeunes, je parlais des Mureaux tout à l'heure, les jeunes lycéens et collégiens, j'ai presque toujours une question de ce type-là. Et pas forcément par des lycéens musulmans, mais qui ressentent ça quand même comme une brèche et comme, pour le coup, quand même quelque chose qui vise d'abord le foulard, donc qui est quand même anti-musulman. Donc, le débat est légitime. Moi, je crois qu'elle est plus que justifiée par le fait qu'elle a permis à l'école, qui doit être un lieu de paix, d'être autant que possible. Il y a d'autres pressions qui s'exercent, un lieu de paix sur ce sujet-là. Mais c'est un argument de pragmatisme. Philosophiquement, ça se discute. Peut-être, si je peux me permettre d'ajouter qu'il s'agit de l'école et du lycée, donc où les usagers sont mineurs pour la plupart. C'est des usagers mineurs. C'est pas vrai de l'université où ils sont majeurs. C'est les consciences qui se forment. Et c'est l'idée de protéger les mineurs aussi de risques de débats prosélytes qu'on peut avoir de différentes manières, ou agressifs. Toi, tu portes le foulard, mais pourquoi tu portes le foulard? T'es une sale arabe. Ou toi, tu portes pas le foulard, t'es une mauvaise arabe, enfin, etc., etc., etc. Ou mauvaise musulmane. C'est difficile de ne pas revenir quand même brièvement sur la polémique suscitée par le discours du président de la République aux évêques. Donc, pour mémoire, le président de la République, et c'est aussi les services de l'Élysée qui ont concentré sur cette phrase, c'est pas seulement les journalistes, hein, pour une fois, l'idée qu'il y a un lien à réparer entre l'État et l'Église catholique. Et donc, il y a eu toute une polémique autour de cette phrase. J'aimerais bien avoir votre opinion que vous avez exprimée dans une tribune hier soir dans Le Monde. Mais je voudrais aussi ajouter une question, c'est-à-dire est-ce que, ce faisant, quelle que soit l'opinion qu'on porte sur cette déclaration, le président n'a pas un peu abîmé lui-même son propre engagement sur ces questions, qui est quand même un engagement, je trouve, très clair depuis le début, y compris depuis la campagne électorale, où il est le tenant d'une laïcité apaisée, d'une laïcité qui n'est pas une religion de la laïcité. Donc on a un peu l'impression d'un flou là qui s'est produit. Alors, bon, débat vif, chacun s'en est rendu compte, critique non moins vive. Un mot, c'était pas le cœur de la question, mais c'est une partie de mon article pour rappeler ce qu'il a dit sur la laïcité. Alors, on dit qu'il faudrait qu'il s'exprime, il ne s'exprime pas, il s'exprimera. Bon. Chacun peut être libre de son appréciation. Moi, je constate qu'il s'est beaucoup exprimé, et dans un délai relativement court, dans un livre d'abord, puis dans la campagne, puis depuis qu'il est élu, dans des circonstances très nombreuses. Et il ne s'est pas exprimé que devant les catholiques, il s'est exprimé devant les musulmans, il s'est exprimé au CRIF, etc. Donc il s'est beaucoup exprimé, et il a dit des choses qui me paraissent, en effet, ce que je dis dans l'article, importantes et justes, par rapport à ce que j'explique, qui est le droit, qui est notre histoire, qui est la réalité de ce qui est possible et ce qui est interdit. Il a, par ailleurs, eu cette phrase. Alors, la phrase exacte, c'est « Nous sommes quelque part conscients, vous et moi, nous partageons ». La phrase, parce que le discours est long, hein, mais ça y est dedans, ça. Nous partageons confusément, il s'adresse à Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques, le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il vous importe à vous comme à moi de le réparer. Alors, désolé de rentrer vraiment dans le détail, mais qu'est-ce qu'il veut dire par le lien ? On peut estimer qu'il veut dire quelque chose qui est expressément contraire à la laïcité, qui aurait une espèce de lien organique, philosophique, politique. Vu le contexte, on peut accepter l'idée que ce soit le dialogue, mais ça se discute du point de vue de l'interprétation. Moi, j'ai répondu d'une manière non agressive, et c'est le titre de mon article. Nous devons nous en tenir à la loi de 1905. Ça veut dire séparation des églises et de l'État. Mais j'explique en même temps que séparation ne veut pas dire ignorance. Il y a certains laïcards, laïcistes, intégristes de la laïcité, on va prendre différentes formulations, qui ont fait des bons au plafond, et ce n'est pas des institutions minuscules. Hein. Quand le président a reçu les cultes à l'Élysée,
ou quand Gérard Collomb a créé une instance de dialogue avec les cultes, en disant, article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît aucun culte. Il n'y a pas de religion d'État, reconnaît. Mais la République n'est pas débile au point de ne pas savoir qu'il y a des cultes. Il y a d'ailleurs un bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, je le dis dans mon article, depuis 1911. Ne serait-ce que pour organiser la loi de 1905, qui prévoit quelques exceptions quand même. Des aumôneries, en prison, à l'hôpital, enfin pour les gens qui ne peuvent pas pratiquer leur culte dehors. À l'armée, bien sûr, où il y a d'ailleurs eu un excellent guide qui a été fait sur les questions de faire religieux et de laïcité à l'armée qui vient de sortir, auquel on a contribué. Donc, qu'il y ait le dialogue, c'est normal. Après, on a en France plutôt une tradition de méfiance à l'égard des religions, qui s'explique en partie importante par notre histoire. La loi de 1905, c'était un combat. Le pape a prononcé des excommunions. L'histoire des inventaires a été d'une violence extraordinaire, la querelle des inventaires. Les protestants, il y a 1 million de protestants qui ont dû quitter la France, y compris des dizaines de milliers qui ont été tués. Donc il y a cette idée-là qui fait qu'il y a toujours une méfiance. Moi j'ai été très frappé de voir quand je parle avec des Allemands qui ont des principes pas tellement différents de nôtres, ils disent nous on est en Partnerschaft, en partenariat. Ça c'est une phrase difficile à dire en France, mais qui pour moi n'est pas forcément contraire à la laïcité, c'est une question d'appréciation politique de comment on doit travailler ensemble. Ce qui est contraire à la laïcité, c'est de dire je vais suivre l'ordre, l'instruction. Bon. Et c'est vrai que cette phrase, telle qu'elle est prononcée là, je peux le comprendre, je peux la comprendre, mais elle me paraît extrêmement gênante. Elle me paraît extrêmement gênante parce qu'elle donne l'impression, d'abord, qu'on traite différemment l'Église catholique, ce qu'on peut concevoir à cause de son poids et de son histoire, mais quand même, en bonne laïcité, c'est égalité, y compris des religions qui ont 100 fidèles, s'il y en a. Et que, parlant d'un lien restauré, elle donne l'impression d'une espèce de connivence politique. Donc je pense que cette expression, certainement sincère, était malheureuse. Elle était malheureuse et ça a été aggravé, comme vous l'avez dit, par le fait que le webmestre de l'Élysée a choisi de tweeter quasiment uniquement là-dessus. Quand on a vu que ça, les gens se sont dit qu'est-ce qui se passe. Quand on regarde l'ensemble du discours, qui est très intéressant et très obtenu, il y a des tas de choses, notamment sur la laïcité, qui sont absolument parfaites. Juste une petite question supplémentaire, parce que j'ai essayé de comprendre moi aussi ce que vous voulez dire cette phrase, parce qu'elle n'est pas claire. Il y a visiblement un flou dans l'expression. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au président de la République d'avoir des flous comme ça. J'en ai fait un livre sur un autre sujet. Mais je veux dire, c'est vrai que l'évolution sociétale dans notre pays s'est accélérée sur toute une série de questions, notamment celle de l'avortement, notamment celle du mariage homosexuel, etc. Et qu'une partie du public religieux, des citoyens croyants, a été un peu bousculé par cette évolution. Est-ce que c'est pas ça que le président avait en tête? Parce que quand possible. On sort de cette bataille. C'est possible que ce soit très ça. manipulé par d'autres. Mais vous parlez d'une évolution sociétale. Absolument. Est-ce que l'État doit, quelque part, ou l'État et l'Église ensemble, s'excuser de cette évolution sociétale et d'avoir fait des choix, encore une fois, qui peuvent ne pas faire d'unanimité, mais qui sont des choix démocratiques? C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais je veux dire, c'est une évolution sociétale. Et par ailleurs, je pense qu'il est légitime et important qu'il parle devant les religions. J'aimerais qu'il parle devant la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, quelques obédiences maçonniques, les libres penseurs, qui sont des militants de la laïcité. Il faut qu'il parle à tout le monde, et j'espère qu'il le fera. Mais peut-être le président de l'Observatoire de la laïcité peut le lui suggérer. C'est fait. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le débat du président... On vous entend? Non. Ça ne marche pas. Plus près, vous croyez? Ça ne marche pas. Si, ça marche. Bon. Non, je pense. Non, mais attends, bouge pas. Allez-y. Est-ce que non plus. Bon, est-ce que le débat du président et du gouvernement, du chef de l'État, ne devrait pas se concentrer plutôt sur le vivre ensemble et la mixité, le caractère social de la France, du pays, du peuple français, et laisser cette préoccupation, je dirais, de la religion
à un autre niveau. Je crois qu'en effet, la question du vivre ensemble, de la cohésion, de ce qui fait nation, j'ai employé l'expression, et il l'emploie lui aussi, si je puis dire, ou je l'emploie après lui, est la question la plus importante. Parce qu'elle va d'ailleurs au-delà des questions de la gestion des religions, elle va au-delà de la question de la laïcité, même si elle s'interconnecte. Absence de mixité sociale égale pression, ou risque fort de pression communautariste. Je pense, pour avoir lu ce qu'il dit et avoir eu l'occasion de parler avec lui, qu'il est sur cette approche-là. Je pense. Il a une autre interrogation dont on a vu quelques échos dans la presse, c'est quelle organisation pour le culte musulman en France, qui est une question redoutablement difficile, parce que en bonne laïcité, c'est pas à l'État d'organiser la religion. En même temps, il faut quand même des interlocuteurs, d'où le Conseil français du culte musulman, qui a été une création utile de Sarkozy, mais après des travaux de Joxe, de Chevènement, c'est pas purement partisan. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est compliqué par des raisons historiques, et que si l'État se mêle d'organiser directement les religions, on sombre dans ce qu'on appelle le gallicanisme ou le concordat, qui ne me paraît pas avoir produit d'excellents résultats. Et si on fait un concordat qu'avec l'islam, c'est complètement contraire à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'homme, à tout ce qu'on veut. Donc il est sur ces questions redoutables, de voir comment on peut aider, comment on peut améliorer, en plus de la question cohésion. Mais Jean-Louis Bianco, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme sur cette question? C'est-à-dire, au fond, on veut organiser quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas un islam en France. Il y a autant d'islam que de pays d'origine, que de tendances, que de sensibilités. C'est très compliqué. Mais il faut avoir des interlocuteurs qui peuvent être améliorés par rapport aux interlocuteurs actuels. Mais vous avez raison, l'islam est très divers. Alors quand on dit islam de France, on voit bien l'idée. Les musulmans eux-mêmes l'emploient. C'est l'idée que parce qu'on est en France, parce qu'on habite en France, qu'on est citoyen français, on a une vision de l'islam plus ouverte, plus progressiste, plus égalitaire entre les hommes et les femmes, en tout cas, que quelque chose comme ça pourrait s'exprimer. C'est ce que disent un certain nombre de théologiens musulmans. D'autres questions? Je vous en prie. Merci. En tant que femme, je vais me lancer parce que les femmes n'osent pas trop prendre la parole, peut-être aujourd'hui. Une remarque, tout votre exposé qui m'a beaucoup nourri, merci, sur l'histoire de la laïcité, repose sur la loi, en fait, le respect de la loi. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit comment est construite la loi, sous la 5e, comment est-ce que le Parlement qui vote la loi prend ses décisions, comment est-ce que les citoyens sont intégrés ou pas dans ces processus de décision, et donc plutôt évacués et tout. Moi, je me pose quand même vraiment beaucoup de questions sur la défiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de nos élus, et la défiance qu'il y a aussi vis-à-vis des citoyens, et la façon de faire ces lois, mais aussi de faire ces cultes ou ces religions ou ces institutions ou ces partis politiques ou ces syndicats et tout ça, avec un mode qui est très pyramidal, avec toujours pas forcément visant l'émancipation de chacun, pas forcément, voilà, plutôt dans l'objectif de parfois instrumentaliser les gens, les monter les uns contre les autres. Voilà, moi je me pose beaucoup de questions autour de ça. Et pour le futur, oui, le respect de la loi, pour autant, il faudrait que le processus de fabrication de la loi soit respectable et respecté en particulier par le gouvernement et l'exécutif en premier lieu. La loi doit être respectée par tous, y compris le gouvernement, si je puis dire. Mais vous avez raison, mais c'est un problème en effet qui dépasse largement, même si ça s'applique, parce que, encore une fois, mon leitmotiv, c'est qu'on est dans un état de droit. Et on a le droit de critiquer la loi, mais on n'a pas le droit de ne pas la respecter ou d'inciter les autres à ne pas la respecter. C'est là-bas, sinon c'est la loi du plus fort, c'est chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que c'est une des raisons de la crise de la politique en général, des partis politiques en particulier. Il faut indiscutablement, et des voix sont exprimées à droite, à gauche, au centre, dans la diversité des opinions, pour dire qu'il faut qu'on repense complètement la manière de faire l'action politique. Il a été rappelé que j'étais ministre des Transports. J'avais comme sujet chaud le tracé, la réalisation du TGV de Lyon à Marseille. J'ai travaillé avec les associations qui étaient en désaccord avec le tracé ou hostiles au projet. Et j'ai accepté de financer une expertise indépendante, contre le point de vue de mon propre ministère, pour expertiser les propositions des associations. Moyennant quoi, on est tombé d'accord à 80%. Ce qui fait qu'à partir de là, a été mis en place ce qu'on appelle le débat public. C'était ce que j'avais fait dans une circulaire, en disant, avant toute grande infrastructure, un quartier nouveau, une ville nouvelle, une université, une rocade, une autoroute ou une 2x2 voies, il faut qu'il y ait un débat très en amont.
sur pourquoi on le fait, est-ce qu'il faut le faire, combien ça coûte, quelles sont les solutions alternatives. Cette commission du débat public a produit quand même quelques résultats. Mais c'est vrai qu'il faut revoir complètement. Les gens ont légitimement l'envie d'être informés en amont, de dire leurs mots et d'évaluer après. Et il y a une disposition envisagée par le pouvoir actuel qui me paraît intéressante, c'est de faire du Conseil économique et social le réceptacle, c'est-à-dire de toutes les initiatives participatives et de débats citoyens qui auront été faites, de les aider si c'est besoin, de les valoriser et de les rendre publics. Donc il y a tout un processus qui doit être réformé, qui est une autre culture politique, mais je pense qu'on est mûr pour ça. On est mûr pour ça. Il y a beaucoup de gens qui comprennent l'échec du politique, l'échec des partis politiques, et qui sont notamment des nouveaux députés sur tous les bancs, qui sont plus sensibles à ça peut-être encore que les vieux. J'ajouterais peut-être, madame, que si vous avez raison, et je pense personnellement que vous avez raison, c'est une excellente initiative que de ne pas toucher à la loi de 1905 qui existe. Parce que si on se lance dans la réécriture d'une nouvelle loi dans les conditions que vous dites, avec les limites que vous dites, on prend des risques considérables. Deux questions rapides. Vous avez prononcé le mot concordat et aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie encore qu'en France, il y ait le statut d'Alsace-Moselle, qui n'est pas une question apaisante, mais qu'il faut se poser. Et la deuxième, qui est en fait celle que je voulais poser initialement avant que le mot concordat soit prononcé, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, et si ça a un sens, la laïcité puisse être un commun au sens universel, comme on le dit? Alors, merci. Ce sont les deux dernières questions. Parce qu'on arrive désolé, mais si vous avez d'autres questions, je vous donnerai mes coordonnées et vous pourrez m'envoyer un mail, par exemple. Alsace-Moselle, c'est évidemment, en raison du concordat puis de l'occupation allemande, une exception flagrante, une contradiction flagrante avec la loi. J'ai cité un morceau de l'article 2 tout à l'heure. La République ne reconnaît, mais aussi ne salarie, ne subventionne aucun culte, avec aussitôt après une exception pour les lieux fermés, les lieux, les internats, les prisons, l'armée, etc. Et nous sommes autosaisis de ce sujet. Nous avons constaté un certain nombre de choses qui, encore une fois, nous ont conduit à adopter la position que je vais indiquer, mais je donne comme élément de débat et de réflexion. Nous ne prétendons pas du tout avoir clos le débat sur ce sujet. Nous avons entendu tous les partis politiques, ou tous les représentants des différents partis en Alsace et Moselle. Pas un, même pas une personne isolée ne nous a demandé de revenir sur le concordat. Cela dit, on a parfaitement le droit de le faire quand même, mais c'est un fait politique qui nous a frappés. Deuxièmement, nous étions pour la plupart convaincus que l'attachement des Alsaciens et des Mosellans était un statut global à leur histoire, avec la mutualité, la chasse, les baux, les notaires. Alors, il y a un sondage qui date d'il y a une dizaine d'années, mais dont on n'a pas de raison de penser qu'il dirait autre chose, qui demande aux Alsaciens et Mosellans, êtes-vous attachés au régime cultuel, c'est-à-dire religieux? Oui, 90%. À partir de ce moment-là, et alors même qu'ils ont le sentiment d'avoir été maltraités et oubliés, nous nous sommes dit c'est quelque chose que politiquement, on a dit explicitement d'un raisonnement politique. On allait s'enferrer dans une guerre terrible. J'ajoute que le Conseil constitutionnel, par une décision certes contestable, mais enfin c'est le Conseil constitutionnel, donc on peut trouver qu'elle n'est pas bien, mais on est obligé de l'appliquer, a dit que ce statut n'était pas contradictoire avec la Constitution parce que le Constituant de 1946, repris par le Constituant de 1958, n'avait rien dit à ce statut, qu'on ne pouvait pas accroître l'écart, qu'on pouvait le diminuer, y compris par la loi ordinaire, mais que ça n'était pas contraire à la Constitution. Encore une fois, des gens n'admettent pas ce raisonnement. Donc nous avons demandé 3 choses. 1, la suppression du délit de blasphème. Ça existait encore à travers le droit allemand. Après Charlie, c'était la moindre des choses. Ça a été fait. On a mis un peu de temps, mais ça a été fait. 2, le fait que dans une république laïque, y compris l'Alsace et la Moselle, jusqu'à il y a quelque temps, quand vous ne vouliez pas que votre enfant suive un cours d'enseignement religieux, il fallait le demander. Donc on va inverser la charge de la preuve, il faut le demander. Bon. Ça a été fait. 3e chose qui a été faite, c'est d'aligner les peines en cas de contestations diverses sur ce que sont dans la France de l'intérieur. Le dernier point qui n'a pas été fait parce qu'il soulève débat, c'est que nous sommes aperçus qu'au moins dans le secondaire, je crois dans certaines classes du secondaire, les élèves alsaciens et mosellans qui suivent de l'enseignement religieux ont 1 heure de cours en moins. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure de cours d'enseignement religieux à la place de l'enseignement général. Et nous avons dit, c'est pas normal, il faut que ce soit pris en plus de l'enseignement général. Il n'y a pas de réaction
très négative des protestants et des juifs et des réactions négatives d'une partie des catholiques et notamment de l'évêque de Strasbourg. Et donc nous avons rappelé à la fin du gouvernement précédent, au début du gouvernement actuel, que nous maintenions notre position et notre demande. Donc c'est dans les mains d'un débat à avoir avec le gouvernement. Alors du côté des associations de défense qui défendent la laïcité, qui la promeuvent, soit locales, il y en a beaucoup en Alsace-Moselle, soit nationales, sont partagées à peu près moitié-moitié. La moitié a dit « on est d'accord avec vous », l'autre moitié a dit « vous n'allez pas assez loin, il faut aller beaucoup plus loin et prévoir l'extinction ». Voilà à peu près l'état des lieux. Ah oui, deuxième question, un principe universel de la laïcité. Je pense qu'en effet, il intéresse de plus en plus, je l'ai dit je crois, qu'il est sans orgueil mal placé une vraie richesse, encore une fois sans qu'on prétende faire la leçon au monde, mais quand on en explique, comme j'ai essayé de le faire devant vous, quand on en débat, je vois que ça intéresse beaucoup de gens sur les 5 continents. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, même si pour beaucoup de gens aussi, c'est considéré comme anti-religieux, opprimant, anti-musulman, donc il y a encore du chemin à faire. Et ce que je pense, c'est que si un jour on a une constitution européenne, c'est pas évident qu'il en faille une, c'est pas évident qu'il y en aura une. Je pense qu'on devrait, avec un certain nombre de forces philosophiques, politiques, y compris des religions qui l'acceptent, dire ce serait peut-être bien qu'on inscrive un principe du type de principe de laïcité dans, par exemple, un texte européen. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a des éléments, hein. Il y a la neutralité de l'État, il y a la liberté de conscience. Le problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse avec un courant de réflexion, de débat, d'adhésion, et non pas comme une bataille frontale de vocabulaire. Donc il faut d'abord voir comment on peut créer un mouvement, avec par exemple nos amis belges, mais quelques autres, qui aillent dans ce sens-là pour essayer de convaincre des forces philosophiques, politiques, religieuses très diverses que ça peut être intéressant parce que c'est un bon outil pour vivre ensemble. Merci infiniment, Jean-Louis Biancourt. C'était passionnant.